L'histoire d'amour que conte Anne Bridge dans La limousine bleue n'aura duré qu'un bref instant. Née au printemps, elle meurt à l'automne. Mais sa ferveur passionnée lui vaut d'être figée dans l'éternel printemps de Pékin. Les mots et les gestes des amants laissent dans l'espace qu'ils ont hanté une empreinte indélébile. Lorsque Mrs. James St. George Bernard Bowlby, à son arrivée à Pékin où son mari est en poste, achète une limousine bleue, elle n'accomplit qu'un geste nécessaire et banal. Dans l'existence de cette femme de haut fonctionnaire, la voiture n'est qu'un trait d'union mondain, de réception en thé dansant, de partie de polo en bals élégants. Mrs. Bowlby, qui rend les devoirs que lui imposent les fonctions de son mari, n'ose s'avouer qu'elle en meurt d'ennui. Personnage terne, sans prénom, elle n'est que Mrs. James, sans prénom, dis-je, sans santé, sans éclat, Mrs. Bowlby mène à l'ombre d'un mari qu'elle redoute et admire une vie effacée. C'est au cours de ces déplacements mondains, dans l'ombre feutrée de l'élégante limousine, que Mrs. Bowlby reçoit la première visitation de la voix. Celle d'une femme jeune et distinguée, sensuelle et troublante, celle d'une amante inquiète. D'abord effrayée, incrédule, réticente, Mrs. Bowlby devient malgré elle la confidente captivée, envoûtée d'une liaison amoureuse. Aux écoutes de l'au-delà, Mrs. Bowlby, l'épouse raisonnable et impeccable, qui n'ose manifester sa tendresse pourtant légale, se fait la complice des amants furtifs et menacés et vit par procuration. Le texte, aussi fragile que le court instant heureux qu'il prétend immortaliser, s'étoile et se brise comme verre, lorsque la vérité terrasse Mrs. Bowlby, coupable d'avoir oublié le réel, et doublement dépossédée de sa quiétude conjugale et de son rêve. Ce fantastique-là laisse à l'âme humaine une inguérissable blessure. La guérison de Mrs. James St. George Bernard Bowlby, qui survint au moment où son mari, le sous-directeur qu'il était, passa directeur de la Grand Oriental Bank à Pékin, fut presque miraculeuse. Une série de maladies avait jusqu'alors retenu Mrs. Bowlby en Angleterre. Rien ne s'opposait plus désormais, étant donné les circonstances favorables, à ce qu'elle aille rejoindre son mari. Bowlby accepta naturellement, et elle se mit en route. Il alla la chercher à Shanghai, mais ses affaires l'ayant appelée plus loin, à Hong Kong, Mrs. Bowlby continua seule le voyage jusqu'à Pékin, où elle s'installa dans le grand immeuble gris et laid de la banque, dans Legation Street. Quand on arrive à Pékin sans voiture, il est rare qu'on en achète une neuve. Aussi, un matin, Mrs. Bowlby se rendit avec Thompson, le nouveau sous-directeur, au garage Maxon dans Nanshitsu pour choisir sa voiture. Après une longue discussion avec le directeur canadien, ils se décidèrent pour une limousine Buick. C'était la voiture type de modèle courant en Extrême-Orient. Elle avait été entièrement repeinte à l'extérieur dans un bleu foncé respectable. L'intérieur avait été retapissé d'un tissu gris clair qui plut à Mrs. Bowlby. La limousine fut donc achetée. À Pékin, les nouveaux arrivants se présentent les premiers. Système étrange et décourageant. C'est une épreuve même pour les plus audacieux. Mrs. Bowlby n'était pas audacieuse. C'était une petite femme timide, frêle, qui s'habillait en gris de préférence et qui était toute grise, les yeux, les cheveux et la peau. Elle n'avait jamais cherché à s'imposer. Si elle possédait des qualités de subtilité, de délicatesse, elle n'en faisait pas étalage. Elle ne s'affirmait pas. Elle détestait faire des visites. Mais comme elle était aussi extrêmement consciencieuse, jour après jour, elle partait en visite. Elle alla voir les femmes de diplomates du quartier, elle alla voir les selles, fonctionnaires de la Gabelle, les douanes, anglais, italiens, américains et français, les postes, français, italiens, américains et anglais. Cela commença à la fin de la première semaine. Peut-être était-ce l'effort qu'elle avait apporté à la lecture de ces listes de noms chinois qui l'avait empêché de le remarquer avant, mais à la fin de cette semaine, Mrs. Bowlby eût pu jurer qu'elle avait entendu parler français à côté d'elle pendant que la voiture roulait. Une autre fois, comme elle arrivait en bas de la rue Marco Polo pour aller chercher son mari au club, une voix dit « C'est lui » dans un souffle, avec passion. Ou du moins le crut-elle. Les nerfs, pensa Mrs. Bowlby, qui souffrait souvent des nerfs et qui savait que Pékin ne convenait pas à sa santé.
Elle continua de répéter les nerfs pendant 2 ou 3 jours. Puis, une après-midi, elle changea d'avis. C'était une douce et belle journée d'avril. Le polo avait commencé et, comme la voiture approchait de Hattamen Street, Mrs. Bowlby aperçut, à sa droite, les silhouettes blanches et rouges sous la poussière tourbillonnante. Au coin du Hattamen, l'auto s'arrêta. Les chameaux passaient en procession sous la grande porte et il fallut attendre. Mrs. Bowlby s'allongea dans la voiture, se félicitant de l'arrêt forcé. Elle était émue d'une façon insolite par le charme de la journée, par la beauté et l'étrangeté de la scène, par toute la magie du printemps à Pékin. Elle allait tout à l'heure assister au polo, un jeu dangereux auquel elle aurait préféré que Jim ne participât pas. Soudain, interrompant sa rêverie, une voix à côté d'elle prononça distinctement « Au revoir, mon très cher. Ne tombe pas, je t'en prie. » Et comme l'auto se remettait en marche à la suite des chameaux, il s'éleva un doux soupir, et ces mots furent prononcés à voix basse, avec passion. « Ce polo! Quel sport affreux! Dieu que je le déteste! » « Ce n'est pas le chauffeur ?» se surprit à dire Mrs. Bowlby à haute voix. Les glaces de devant étaient levées, et de plus, cette voix basse, un peu enrouée, à l'accent distingué et précis, ne pouvait être confondue avec le français guttural de Chuang. Et quel chauffeur eût employé ces termes? La supposition était ridicule. Et ce n'était pas mes nerfs, cette fois, dit Mrs. Bowlby en méditant sur ce cas extraordinaire. Elle l'a dit. C'était donc la voix qui avait prononcé « c'est lui » quelques instants avant. Avant qu'elle eût terminé sa randonnée, elle se surprit à souhaiter simplement entendre de nouveau la voix. C'était ridicule, mais elle le fit, et son désir fut exaucé. Comme la voiture tournait dans Legation Street, 1 heure après, la voix retentit de nouveau, presque devant elle cette fois, comme si quelqu'un se penchait à la fenêtre. « Le voilà. Jacques !» Mrs. Bowlby se pencha elle-même à la fenêtre pour voir qui on appelait ainsi, puis, consciente de sa folie, se rejeta en arrière, mais elle entendit de nouveau à côté d'elle, très bas. « Il ne m'a pas vue. » Il n'y avait pas d'erreur possible. Cette voix de femme avait appelé Jacques, voix angoissée par la peur qu'il le tombe au polo, haïssant ce jeu dangereux pour lui. Quelle ravissante voix! À qui appartenait-elle, se demandait Mrs. Bowlby, et qui était Jacques? Mon très cher l'avait-elle appelé? Délicieuse expression. Elle aurait voulu appeler Jim mon très cher, mais il en eût été trop surpris. La pensée de Bowlby la ramena d'un coup à la réalité. Que penserait-il de tout cela? Immédiatement, bien qu'elle continuât pour la forme à s'interroger, elle sut qu'elle ne lui en parlerait pas. Ou au moins pas maintenant. La voix qui hantait la voiture devint presque quotidienne, apportant un arrière-plan secret et étrange à la routine mondaine de ses visites et des réceptions. La voix parlait toujours en français, toujours à Jacques, ou de lui, personnage passionnément aimé. Mrs. Bowlby s'étonnait que l'auto ne pût diffuser que la voix féminine. Mais le cas tout entier n'était-il pas obscur? Pourquoi Bowlby n'entendait-il rien? Car il n'entendait pas. Elle remarqua d'autres choses. Il y avait certains endroits où la voix sortait, si l'on peut dire, plus clairement et plus régulièrement qu'ailleurs. Des fragments intermittents, quelquefois inintelligibles, se produisaient n'importe où. Mais elle sut bientôt reconnaître les endroits où elle en entendait davantage. Près du terrain de polo, par exemple, où elle ne passait presque jamais sans entendre quelque expression d'inquiétude ou d'orgueil. Elle alla souvent au polo, car Jim était un joueur brillant et excellent. Mais elle éprouvait une angoisse insurmontable quand il jouait, et ce sentiment était une sorte de lien, lui semblait-il, entre elle et son invisible compagne. De plus en plus, elle l'entendit près du Hattamen et des Boot Songs ou des allées de l'Est.
Mrs. Bowlby se sentit attirée vers le quartier est de la ville tartare, quartier qui s'étendait à l'écart entre la grande avenue bruyante et encombrée de Hathamen Street, avec ses trams, la poussière, les autos, les chameaux, et l'angle silencieux du mur tartare qui s'élevait au-dessus des maisons basses à un étage. Là, plus que partout, la voix s'exprimait clairement, librement, sans interruption. Les syllabes rondes du français tombant d'on ne sait où, parfois hautes, légères et joyeuses, avec des mots et des accents de taquinerie, puis parfois sombrant dans les murmures d'un dévorant bonheur. En ces instants, Mrs. Bowlby restait immobile, totalement absorbée, entraînée par la jolie voix dans un monde qui n'était pas le sien, et fascinée par le sortilège de cette aventure passionnée. Aussi heureuse qu'elle fût avec Bowlby, sa vie ne lui avait jamais réservé quelque chose d'approchant. Il n'avait jamais désiré, et elle n'avait jamais osé employer les mots de tendresse que prodiguait la dernière propriétaire de la limousine à son Jacques. Elle en entendit assez pour suivre de près le cours de l'aventure. Ils se rencontraient, quand ils le pouvaient, en public, mais quelque part dans la ville chinoise se trouvait sans aucun doute le lieu de leur rendez-vous. Notre petit asile. Et peu à peu, ce havre prit forme dans l'esprit de Mrs. Bowlby. De joyeuses descriptions en furent faites. Le lendemain, ils prendraient le thé sur la table de pierre, sous notre grand pain blanc. Il y avait le bassin en forme de trèfle où l'un des poissons d'or était mort. Pourtant, en Irlande, cela porte bonheur, le trèfle, n'est-ce pas? Le parapet de ce bassin ayant été brisé, on avait dû le réparer, et Jacques avait gravé une inscription dans le plâtre humide, car un jour la voix trembla doucement en murmurant « Maintenant, il se lie là pour toujours, ton amour. » Et pendant tout ce printemps enchanté, les lilas d'abord parfumèrent les heures passées sous le pin, puis les acacias qui bordaient le bassin en forme de trèfle embaumèrent à leur tour. De plus en plus, cette vie et celle de Mrs. Bowlby semblaient étrangement mêlées. Les lilas fleurirent dans la cour derrière le bâtiment gris de la banque, et un jour, comme elle allait déjeuner avec son mari à la légation britannique, elle dirigea l'attention de Jim sur l'odeur des acacias qui embaumaient l'air tout autour. Mais Bowlby tressaillit, puis répondit qu'il détestait cette odeur, et il injuria le chauffeur en français, langue qu'il parlait encore mieux que Mrs. Bowlby. Mrs. Bowlby éprouva le désir d'en savoir davantage sur son couple d'amoureux, d'apprendre qui ils étaient et comment leur aventure avait pris fin. Mais cela lui semblait impossible. Sa timidité l'empêchait d'envoyer quelqu'un questionner les gens du garage. Mais un jour, par hasard, la clé de l'énigme lui fut fournie. Elle venait de faire une visite à la légation de France. Les deux valets en livrée bleue et argent se tenaient respectueusement sur les marches. Son propre chauffeur lui avait ouvert la portière. Comme elle s'asseyait, la voix ordonna clairement « 230 Port-Waspan Hutung ». Suivant une impulsion qui la surprit, Mrs. Bowlby répéta l'ordre. « 230 Port-Waspan Hutung », dit-elle. L'aide-chauffeur la salua et ferma la portière. Mais en parlant, Mrs. Bowlby avait aperçu les visages des deux valets sur les marches. Était-ce une illusion ? Certainement pas. Elle eût juré qu'un tressaillement, de surprise ou de souvenir, s'était dessiné sur leurs visages fermés et impassibles. La solution du mystère allait-elle enfin lui être fournie? Dans Hathamen, la limousine obliqua vers le sud, le long des glacis. Tout allait bien. Ils quittèrent le Hathamen, bondirent dans le Suchohutung, suivirent le Tutsung Puhutung jusqu'au cœur de la ville tartare. Son souffle se fit plus précipité. C'était bien là. Ce ne fut que lorsque Liu ouvrit la portière et tendit sa main gantée de coton blanc pour recevoir sa carte de visite que Mrs. Bowlby se rendit compte qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'elle devait faire.
elle ne pouvait rendre visite à une voix. Elle eut recours à Chuang, le français de Liu, laissant à désirer. « Demande qui habite ici, le nom de la Tai Tai. » Chuang sonna. Il y eut un long silence. Chuang sonna de nouveau. Enfin, on entendit un bruit de pas traînant, puis, grinçant sur ses gonds, la porte s'entr'ouvrit et un vieux Chinois, avec une maigre barbiche et la tête recouverte d'un bonnet noir, apparut dans l'entrebâillement. Une discussion fut entamée, puis Chuang revint vers la voiture. « La maison est vide. » Demande-lui qui l'occupa en dernier. De nouvelles palabres s'engagèrent, plus longues que les précédentes. Enfin, Chuang revint annoncer qu'une dame étrangère, Fakwa Tai Tai, dame française, y avait habité, mais qu'elle était partie. Mrs. Bowlby eut une inspiration. Bien qu'une solide barrière de bois fermât l'allée, un peu plus haut, un trou suffisamment vaste pour laisser passer une chèvre ou un homme petit avait été pratiqué dans le parapet. Mrs. Bowlby s'y glissa et se trouva dans le passage caillouteux. En haletant un peu, elle fit l'ascension du mur. Épiant avec précaution par les créneaux, elle reconnut la position de la limousine brillant d'une façon incongrue, toute neuve et moderne, dans le décor souillé et dévasté. Partant de la voiture, elle fit le point, se dirigea, le cœur battant, par le petit chemin sous les ronces. Elle se sentait saisie d'un sentiment d'irréalité, plus précis encore que celui que lui procurait la voix inconnue. Un magnifique pin blanc, le tronc et les branches étincelant de blancheur parmi les aiguilles noires, surgissaient du jardin, et au-dessous se trouvait une table ronde de pierre, entourée de lilas. La voix l'avait parfaitement décrit. Tout près, séparé du jardin au pin par un mur percé d'une porte en forme d'éventail, il y avait un autre jardin, avec un bassin en forme de trèfle, bordé en carré par des acacias dont les branches se croisaient. Des fleurs dans de grandes vasques s'épanouissaient partout. C'était là le lieu secret où les amants abritaient leurs amours. Silencieux, ensoleillé, doux, il reposait sous la tendre protection du mur tartare. Les jours qui suivirent, Mrs. Bowlby rêva sur sa nouvelle découverte et tout ce qui s'y rattachait. Plus que jamais, maintenant qu'elle avait percé le secret de la voix, elle se sentait prise par l'aventure et désirait la connaître jusqu'au bout. Timide ou non, elle devait avoir le courage de faire une enquête. Au cours d'un dîner, quelques jours plus tard, elle se trouva placée à côté de M. Van Adam. C'était un vieil Américain, le doyen de la société à Pékin, qui avait tout vu et qui avait connu tout le monde, même avant l'époque Boxer, mémoire vivante et source de renseignements mondains. Mrs. Bowlby décida d'avoir recours à lui. Elle fit preuve d'une rare astuce. Elle parla des hôtels des légations en général et de celui de la légation française en particulier. Elle vanta le jardin de ce dernier. Et qui habitait là avant l'arrivée des Vernet? Demanda-t-elle en attendant fiévreusement la réponse. Monsieur Van Adam la regarda, lui sembla-t-il d'une façon étrange, puis répondit « Un certain comte d'Arden. » Était-il marié? Oh, certes. Mais le flot habituel d'anecdotes sembla cette fois échapper à M. Van Adam. Luttant contre un vague sentiment de réticence et d'accrochage quelque part, Mrs. Bowlby poursuivit néanmoins son enquête et demanda comment était la comtesse d'Arden. Une vraie sirène. La plus ravissante créature qui soit. Il cherchait à changer le sujet de conversation, ou du moins en eut-elle l'impression. Elle s'efforça de poser encore une question. Avait-il une voiture? Monsieur Van Adam, cette fois, écarquilla les yeux et la regarda fixement. Puis il éclata de rire. Une voiture? Eh bien, oui. Elle allait partout dans une grande Buick jaune que nous appelions son canari. Et quand sont donc partis les Dardenne?
M. Fanadam réfléchit avant de répondre. Oh, il y a environ 1 an. Elle était malade, pour Gilles. Elle en avait l'air, en tout cas. Et ils sont rentrés en France. Il a été envoyé à Bangkok depuis, mais je ne sais si elle l'a suivi. L'Extrême-Orient ne lui convenait pas. À cette époque, Mrs. Bowlby se rendit à Pei Tai Ho pour passer l'été. Pékin, avec plus de 40 degrés à l'ombre, ne convient pas aux femmes délicates en juillet et août. Pendant qu'elles se baignaient, qu'elles se reposaient sur le sable au soleil, qu'elles se promenaient dans les allées verdoyantes bordées de maïs et de kaoliang, assises dehors, dans la nuit, enfin, d'une fraîcheur merveilleuse, elle se surprit toujours aussi absorbée par la personnalité dont elle partageait si étrangement la vie secrète. Un point lui semblait bizarre. S'il y avait eu scandale, comment n'en avait-elle pas entendu parler? À Pékin, où les scandales sont sans nombre et où l'on en parle ouvertement et avec insouciance. Peut-être s'était-elle trompée sur l'attitude de M. Fanadam et n'y en avait-il pas eu. Et son esprit s'illumina soudain, bien qu'un peu tardivement. Le fils de M. Fanadam, employé aux douanes, qui était reparti l'an dernier, ne s'appelait-il pas Jack? Oui, et Mrs. Bowlby frissonna au souvenir de son étourderie. Elle n'aurait pu tomber plus mal pour commencer son enquête. Lorsqu'elle revint à Pékin, elle fut de nouveau très occupée. Les visites reprenaient après les vacances, et elle passa des heures dans la limousine pour aller déposer ses cartes. La voix fut à ses côtés comme auparavant. Mais quelque chose avait atténué le bonheur radieux des journées de printemps. Un accent contenu de détresse, de pressentiment marquait souvent les conversations. Elle ne pouvait découvrir ce qui le provoquait. Mais cela augmenta, et un jour, à la mi-octobre, pendant qu'elle traversait le quartier est de la ville tartare, la voix s'éteignit dans des sanglots désespérés. Mrs. Bowlby en fut vivement émue. C'était vraiment terrible, assise dans une voiture, que d'entendre à côté de soi ses pleurs et ses soupirs désolés. Elle étendit presque les bras pour consoler la malheureuse créature. Mais il n'y avait que le vide, le siège vide avec son sac, son livre et sa liste de visites. Obéissant à ces brusques impulsions que seule la voix semblait déterminer en elle, elle abandonna ses visites et demanda à Chuang de la conduire à Po Hua Shan Hutong. Comme ils approchaient, les sanglots à côté d'elle cessèrent et l'on s'excusa d'avoir été un peu énervé. Quand la voiture s'arrêta devant la maison, Mrs. Bowlby sortit. Elle se sentit poussée par le désir insurmontable d'entrer dans ce jardin et d'en voir les détails de près. Devant elle s'élevait le pin blanc. Elle se dirigea de ce côté, puis, s'asseyant sur le banc de marbre à côté de la table ronde de pierre, regarda autour d'elle. Magnifique dans son délabrement, mélancolique, serein, le jardin s'étendait sous les créneaux qui coupaient le ciel pâle d'automne. Et là, celle dont elle ne connaissait que la voix s'était assise, cachée, en sécurité, son amant à côté d'elle. Soudain, un flot de larmes jaillit des yeux de Mrs. Bowlby. Vie cruelle, pensa-t-elle, qui sépare de fervents amants. C'était-elle assise, seule, là aussi? Un sentiment inattendu et aigu de sa propre solitude poussa Mrs. Bowlby à se lever. Cette visite était une erreur. Son oppression n'était pas allégée. Mais d'être venue là semblait en quelque sorte l'avoir liée à la douleur de ce couple désuni. Elle se promena au hasard, franchit le porche en éventail et s'arrêta près du bassin. L'examinant à travers ses larmes, elle vit l'endroit réparé auquel la voix avait fait allusion, où Jacques avait tracé une inscription dans le plâtre frais. Elle se dirigea vers le bassin où l'on voyait les lettres blanches sur la pierre grise, murmurant « Maintenant, il se lie là pour toujours, ton amour. »
La phrase prononcée par la voix s'était fixée en sa mémoire. Elle se baissa, lut l'inscription gravée nettement et soigneusement avec un canif dans le plâtre fin. Douce sépulture, mon cœur dans ton cœur, doux paradis, mon âme dans ton âme. Et en dessous, les 2 rangées d'initiales A, 2, A et J, ST, G, G, B. Les vers lui firent venir de nouveau les larmes aux yeux, et quelques secondes s'écoulèrent avant qu'elle pût fixer son attention sur les lettres. Lorsqu'elle le fit, elle recula d'un bond comme si un serpent l'avait piquée. Elle ferma les yeux et resta immobile. Puis d'un geste d'aveugle, elle ouvrit son sac, en sortit l'une de ses propres cartes, la plaça à côté de l'inscription comme pour les comparer. Mrs. G. St. J.B. Bowlby. Sur le carton blanc, les lettres noires, précises, implacables, la provoquaient à côté des capitales gravées dans la pierre. Il ne pouvait y avoir d'erreur. Le mystère était enfin tiré au clair. Mais il lui semblait ne pas pouvoir l'admettre. « Jim » murmura Mrs. Bowlby avec embarras, puis « Jacques » Lentement, alors qu'elle restait là, immobile, toutes les coïncidences et les preuves se déroulèrent dans sa mémoire avec une force et une certitude dévastatrices. Son pressentiment, son intuition sur le mur ne l'avait pas trompée. Quelque chose venait de prendre fin dans ce jardin. Debout, près du bassin en forme de trèfle, se sentant submergée par les premières vagues d'une douleur envahissante, à peine consciente de ces mots, elle murmura « Pourtant, cela porte bonheur, le trèfle, n'est-ce pas ?» Après avoir prononcé cette seconde citation de la voix, il lui sembla sortir de la stupeur qui l'avait saisie. Intolérable, elle ne pouvait en entendre davantage. Courant presque dans le jardin du pin, elle pria le vieux Kai Menti de la faire sortir. Il la conduisit de nouveau, en la saluant par les cours jusqu'à la porte d'entrée. Elle aperçut la limousine sombre et brillante, ainsi qu'elle l'avait vue si souvent avec plaisir devant tant de portes. Elle s'arrêta et regarda autour d'elle, presque avec égarement. Derrière elle, le jardin. Devant elle, la voiture. Liu la vit et se précipita pour ouvrir la portière, mais Mrs. Bowlby n'entra pas. Elle pria Chuang d'appeler un pouce, puis d'indiquer au coulis le chemin de la banque. Chuang, exerçant respectueusement le devoir que les domestiques chinois sont tenus d'observer envers leur maître, rappela à Mrs. Bowlby qu'elle devait aller au polo chercher le laoyer Bowlby. À son plus vif étonnement, il vit sa maîtresse frissonner de la tête aux pieds. « À la banque! À la banque !» répéta-t-elle avec une sorte d'impatience désespérée. Debout devant la porte rouge, allumant sa petite pipe noire et argent, le vieux Kai Menti les regarda partir. Le pouce d'abord, qui transportait une petite silhouette grise, toute courbée, descendait le poussiéreux Boutung, puis derrière s'avançait en cahotant la grande limousine.